Là encore, on n'avait pas d'ADN, pas d'empreinte digitale, mais devinez où habitait John Paul, juste à côté de chez elle. À l'époque, les preuves ne sont pas suffisantes pour arrêter John Paul Phillips. Mais dans l'affaire Susan Shoemake, la police a enfin un indice. Lors de son autopsie, le médecin légiste trouve 2 poils sur son corps, vraisemblablement ceux du tueur. Sur le corps de Susan, ils ont retrouvé un poil, et un poil pubien. Phillips accepte de fournir des échantillons, mais après un examen au microscope, il s'avère que ces poils ne correspondent pas à ceux retrouvés sur le corps de la victime, et il est éliminé de la liste des suspects. Malgré les résultats d'analyse, la famille de Susan reste persuadée que Phillips est bien l'assassin. Ils n'ont pas interpellé Phillips, ils ne l'ont pas arrêté, ils ne l'ont pas inculpé. Et à l'époque, je n'avais pas compris pourquoi. Parce que pour moi, il y avait suffisamment d'éléments contre lui. Plus tard, Phillips se rend coupable de plusieurs agressions et finit par être incarcéré. Il est allé au bord du lac Devil's Kitchen, et là, il a aperçu une jeune fille avec son petit ami qui campait. Il les a agressés avec une arme, et après, il a aussi kidnappé une autre jeune fille à Carterville. Mais dans l'affaire Susan Shoemake, la police tient enfin une piste. Les enquêteurs retrouvent son sac à dos dans une rivière, derrière les dortoirs. Son portefeuille a disparu. D'après ses amis, elle avait toujours au moins 20 $ sur elle. L'un des hommes d'entretien du campus trouve ensuite une trousse de toilette rouge non loin de l'endroit où le corps de Susan a été retrouvé. À l'intérieur, certains objets permettent d'identifier son propriétaire. Dedans, il y avait un tube de médicaments au nom de Daniel Wollaston, et la prescription venait du centre de détention de Maynard. Ils ont fait des recherches et ils ont découvert qu'il était en liberté conditionnelle. Donc ils ont décidé de s'intéresser à lui d'un peu plus près. Daniel Wollaston, 21 ans, sort à peine de prison, où il purgeait une peine pour cambriolage. Au moment du meurtre, il travaillait comme homme à tout faire sur le campus. Il travaillait dans une résidence qui se trouvait à environ 400 mètres de la scène de crime. Lors de son interrogatoire, Wollaston prétend qu'il était avec une amie le soir où Susan a été tuée. Les enquêteurs sont partis avec lui dans différents endroits pour essayer de retrouver la personne avec qui il prétendait avoir passé la nuit, mais sans succès. Wollaston se montre très coopératif et accepte de fournir quelques-uns de ses cheveux à la police. Mais lorsque les enquêteurs reviennent le lendemain pour l'interroger, il a disparu. Dans sa chambre, il retrouve une lettre déchirée. Certains morceaux sont dans les toilettes, d'autres dans la poubelle. Ça ressemblait à une lettre d'adieu. Je ne sais pas pourquoi ça tombe toujours sur moi. Je ne supporterai pas de retourner en prison. C'est mieux comme ça. La police continue de chercher Wollaston, jusqu'à ce que les experts comparent ses poils à ceux retrouvés sur le corps de Susan. Ils ne correspondent pas à ceux du tueur. Il est donc lui aussi éliminé de la liste des suspects. L'enquête semble au point mort. À l'époque, John Paul Phillips est en prison pour enlèvement et viol. Et un jour, il se vante de ses meurtres auprès d'un codétenu, Thomas Mokaby. Un jour, dans sa cellule, il a raconté tout ce qu'il avait fait à Thomas Mokaby. Et il lui a donné des détails sur les meurtres que seul le coupable pouvait connaître. Phillips donne des détails sur les meurtres des 2 étudiantes, Kathleen McSharry et Teresa Clark. Il prétend aussi avoir fait une 3e victime, une serveuse, Joan Weatherall. Mais il ne fait aucune allusion à Susan Shoemake. Il en avait tué 3, alors pourquoi pas 4? Il n'a jamais parlé de Susan Shoemake, mais à l'époque, tout laissait penser que c'était lui qui l'avait tuée. En novembre 1986, John Paul Phillips est jugé pour le meurtre de Joan Weatherall, l'une des 3 jeunes femmes qu'il a avoué avoir tuées à son codétenu. À la fin, le juge a dit que ça ne lui suffisait pas et qu'il avait assez d'éléments pour le faire accuser des 2 autres meurtres. Et il l'a dit pendant l'audience publique. Le jour du verdict, Phillips s'adresse à la cour. Il a dit, je le cite, « C'est pas moi, mais j'espère qu'elle l'a senti passer. »
Quand il a entendu ça, le juge l'a immédiatement condamné à la peine capitale et ils l'ont transféré dans le couloir de la mort. Mais Phillips ne sera jamais exécuté. Il meurt en prison d'une crise cardiaque à l'âge de 40 ans. Il s'est toujours vanté d'avoir tué 3 femmes, mais il n'a jamais mentionné Susan Shoemake. Pourtant, la famille de la jeune femme reste persuadée de sa culpabilité. On était persuadé qu'il l'avait tué. Il a été incarcéré et il est mort en prison. Donc toute ma famille s'est dit, c'est bon, on tourne la page. C'est fini, il est mort. Mais d'autres n'en sont pas si sûrs, tout simplement parce que dans l'affaire Shoemake, le mode opératoire n'est pas exactement le même que pour les autres meurtres. Les autres meurtres avaient été commis la nuit, mais ce n'était pas le cas dans l'affaire Susan Shoemake. En 2000, presque 20 ans après le meurtre de Susan, une nouvelle technique d'analyse ADN appelée PCR voit le jour. Celle-ci permet désormais d'établir un profil ADN à partir d'une petite quantité de matière biologique. Alors que jusqu'à présent, ce type d'analyse nécessitait des échantillons plus importants. En gros, cette technique permet de photocopier l'ADN. Elle permet de répliquer les séquences d'ADN que l'on veut analyser. 20 ans se sont écoulés depuis le meurtre, toujours non élucidé, de Susan Shoemake, et la famille de l'étudiante désespère que justice soit un jour rendue. John Paul Phillips a avoué avoir violé et assassiné 3 autres jeunes femmes, mais il n'a pas revendiqué le meurtre de Susan avant de succomber d'un arrêt cardiaque dans sa cellule. Et une comparaison ADN l'a confirmé. Tandis que l'enquête s'enlise, la biologie appliquée aux affaires criminelles fait-elle des pas de géant. En 1985, une équipe de chercheurs californiens met au point une technique d'amplification et de duplication automatique de l'ADN. Cette méthode permet dès lors d'établir des profils génétiques à partir d'une 50aine de cellules seulement. Cependant, pour révolutionnaire qu'elle soit, cette technique augmente les risques de contamination d'un scellé par les policiers ou les analystes. Grâce à cette technique, les experts analysent les prélèvements réalisés lors de l'autopsie de Susan et ils parviennent à établir le profil génétique de son assassin. On s'est dit, c'est bon, c'est reparti. Maintenant, on a ce qu'il faut pour identifier le coupable. L'ADN de John Paul Phillips ne figure dans aucun fichier d'identification. Les enquêteurs tentent donc alors le tout pour le tout. Ils demandent l'exhumation de son corps. Les experts effectuent un prélèvement ADN sur le cadavre de Phillips, mais son empreinte génétique ne correspond pas à celle du tueur. J'ai appelé la mère de Susan pour lui annoncer. C'était très difficile. Elle s'est mise à pleurer. Je ne pense pas qu'on puisse un jour faire le deuil de son enfant. Elle était très déçue, mais j'ai essayé de la rassurer. Je lui ai dit qu'on allait continuer l'enquête et qu'on finirait par trouver le coupable. Sur le moment, ça m'a mis en colère. Probablement parce qu'inconsciemment, pour moi, le dossier était clos. On en avait fini avec tout ça. Mais une autre mauvaise nouvelle attend la famille de Susan et les enquêteurs. L'ADN du tueur ne figure dans aucune des bases de données répertoriant les criminels. C'était quelqu'un qui n'avait jamais été entré dans le système d'identification automatisé. Si le coupable n'est pas Phillips, ni aucun des criminels connus répertoriés dans la base de données, alors de qui s'agit-il? Dans ces cas-là, qu'est-ce qu'on fait? Il ne reste plus qu'à se replonger dans le dossier et à passer en revue les autres suspects qu'on avait à l'époque. On cherche à qui pourrait appartenir cet ADN. On continue l'enquête et on examine un à un tous les suspects. La première personne sur la liste des enquêteurs est Daniel Wollaston. À l'époque, il faisait partie des suspects. Il travaillait juste à côté de la scène de crime au moment des faits, et quand la police a voulu l'interroger, il s'est volatilisé. La police le retrouve dans le Michigan. Il travaille désormais dans une casse de la région. À l'époque, il est divorcé, avec un enfant, et il refuse de parler aux enquêteurs. Wollaston leur a dit qu'il avait déjà fourni ses empreintes et des cheveux en 1981, et il ne voulait pas coopérer à ces nouvelles investigations. Les enquêteurs ont besoin d'un échantillon d'ADN, mais Wollaston refuse d'en fournir un. Et la Cour refuse de signer une injonction qui l'obligerait à le faire, invoquant le manque de preuves tangibles. Il dispose déjà de quelques cheveux de Wollaston,
mais ils n'ont pas de racines. Ils ne peuvent donc les utiliser pour établir son profil génétique. Il décide alors d'avoir recours à une méthode beaucoup moins conventionnelle pour obtenir son ADN. 20 ans après le meurtre de Susan Shoemake, le lieutenant Paul Eccles est enfin sur le point d'identifier le coupable. Mais seul un échantillon d'ADN permettrait de prouver la culpabilité de Wollaston, et celui-ci refuse de coopérer. Les policiers du Michigan décident donc de se le procurer à son insu, mais de façon tout à fait légale. Ils ont décidé de le mettre sous surveillance. Le but étant d'essayer de collecter quelque chose qui serait porteur de son ADN, afin de confirmer ou d'infirmer sa culpabilité. Mais ce n'est pas si simple. Wollaston travaille chez un détaillant de pièces détachées. Seuls ses collègues peuvent l'approcher, sans éveiller ses soupçons. La police apprend alors qu'il vient de vendre sa voiture. Les enquêteurs savent que Wollaston fume. Ils tentent donc de retrouver le nouveau propriétaire du véhicule. Ils lui ont demandé d'où venaient les mégots du cendrier. Il leur a dit que c'était ceux de l'ancien propriétaire, vu que lui ne fumait pas et que tous ses amis jetaient leurs mégots par la fenêtre. Il y a plus d'une douzaine de mégots dans le cendrier. La police espère qu'au moins l'un d'entre eux sera celui de Wollaston. Les enquêteurs envoient le tout à Jennifer Andrew, experte en analyse ADN. Les inspecteurs en charge de l'enquête m'ont dit que c'était pour une affaire vieille de 20 ans, le meurtre d'une étudiante. Et comme je sortais à peine de la fac, je me sentais plutôt concernée. Un à un, elle découpe tous les filtres de cigarettes. Ceux-ci sont en général une bonne source d'ADN. La salive et les cellules cutanées se déposent dessus. Elle plonge les échantillons dans un solvant organique permettant d'isoler l'ADN. Et elle parvient à extraire le profil génétique d'un suspect. Les gens pensent qu'on a un travail formidable, mais en réalité c'est assez stressant. Et c'est dans des moments comme ça qu'on se dit que ça vaut vraiment la peine. Le profil génétique est envoyé en Illinois pour être comparé aux matières génétiques prélevées 20 ans plus tôt sur le corps de Susan Shoemake. Il s'agit de l'ADN de Daniel Wollaston. On était aux anges, bien sûr. Chez nous, dans la police, c'est ce qu'on appelle décrocher le gros lot. Mais d'autres analyses ADN devront être effectuées pour confirmer ces premiers résultats. Nous venons de le voir, les policiers ont utilisé un subterfuge pour obtenir des échantillons d'ADN de Daniel Wollaston, devenu le principal suspect dans l'assassinat de Susan Shoemake, survenu, je le rappelle, 20 ans plus tôt. Ils ont prélevé et analysé des mégots de cigarettes dans le cendrier de la voiture qu'il avait revendue. Cette procédure peut nous paraître choquante. Elle est pourtant légale aux États-Unis, car si un suspect refuse de coopérer de son plein gré, les policiers peuvent recueillir à son insu des indices à charge, à condition de ne pas violer son espace privé. Dans notre affaire, cette méthode s'avère payante. L'ADN de Wollaston est identique à celui isolé sur le corps de Suzanne. Il importe dès lors d'éviter à tout prix que Wollaston se volatilise à nouveau. Et pour y parvenir, le lieutenant Eccles a sa petite idée. Il lui fait croire qu'il a d'autres preuves contre lui. Il fallait absolument que j'arrive à lui soutirer des informations suffisamment solides pour demander un mandat d'arrêt contre lui. Je lui ai fait croire que j'avais un témoin, ce qui était complètement faux. Je lui ai raconté